Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où je reçois à nouveau avec un très grand plaisir Nicolas Allard. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas, vous étiez venu à 2 occasions en décembre dernier au cours de notre série spéciale Game of Thrones. Vous aviez présenté une émission sur le féminisme et sur les Stark. Et donc, vous revenez aujourd'hui nous présenter un de vos autres chevaux de bataille, en tout cas de travail de recherche, c'est Jules Verne. Donc, on va parler aujourd'hui de la série Le Tour du monde en 80 jours qui a été diffusée sur France 2. Avant ça, je vais vous représenter Nicolas. Vous êtes agrégé de lettres modernes et docteur S lettres. Vous enseignez la littérature et la philosophie en classe préparatoire littéraire et scientifique. Vous êtes aussi essayiste. Vous êtes spécialiste de pop culture et vos recherches portent sur les littératures de l'imaginaire et la question de la transmédialité. Donc vous êtes auteur d'un essai sur Star Wars, un récit devenu légende chez Armand Collin en 2017. Et puis on en avait parlé donc en décembre dernier à l'occasion de Game of Thrones, l'univers impitoyable de Game of Thrones, toujours chez Armand Collin en 2018. Vous avez aussi travaillé sur Dune, Dune, un chef-d'œuvre de science-fiction chez Duno en 2020. Et puis, tout récemment, l'an dernier, vous avez fait paraître, et je renvoie d'ailleurs les auditeurs vers cet excellent ouvrage qui complétera cette émission que l'on va faire aujourd'hui. Le titre, c'était « Les mondes extraordinaires de Jules Verne », paru chez Armand Collin en 2021. Si vous voulez plus d'informations, chers auditeurs et auditrices, vous avez toutes les références que je viens de donner sur la page de l'émission sur notre site internet histoireensérie.com. J'ai trop parlé, je vais laisser la parole à Nicolas pour nous parler de Jules Verne, nous parler du Tour du monde en 80 jours. Alors peut-être, on le disait avec Nicolas en préparant l'émission, Jules Verne et le Tour du monde en 80 jours, c'est peut-être un faux ami, on a l'impression de connaître. Alors Nicolas, quand même, faites-nous un rappel, et peut-être un rappel assez précis pour bien resituer à la fois les personnages et l'intrigue. Oui, alors merci Nicolas. Donc effectivement, Le Tour du monde en 80 jours, c'est un roman que l'on a tous l'impression de connaître parce qu'il fait partie de la collection des Voyages extraordinaires de Jules Verne, qui est une collection qui a une réputation mondiale, internationale. Le Tour du monde est à l'intérieur même de cette collection qui a une grande renommée, l'un des romans de Jules Verne les plus connus. C'est surtout l'un de ses romans qui a été les plus adaptés au cinéma ou dans le cadre de la série. Ce n'est pas le roman de Jules Verne qui est pourtant le plus traduit, le plus lu au monde. Celui qui a ce privilège, c'est 20 milieux sous les mers, mais Le Tour du monde en 80 jours reste l'un des romans de Jules Verne qui est les plus connus et qui a donné lieu vraiment à un très très grand nombre d'adaptations. Donc c'est un roman qui met en œuvre finalement une lutte contre le temps. Le personnage de Phileas Fogg, qui est un Anglais, un Londonien, quelqu'un qui est plutôt casanier, qui a une vraie aisance financière, eh bien, décide de se lancer un défi face à ses amis du Reform Club, le club qu'il fréquente à Londres et qui est très, très huppé. Et il se propose de faire le tour du monde en 80 jours pour une raison très simple. Il a découvert en lisant différents articles qu'il était possible, avec les moyens qui sont offerts à la fin du 19e siècle, d'accomplir effectivement le tour du monde en environ 80 jours. Et il pense donc que c'est tout à fait possible, ce que ses amis ne croient pas réalisable, notamment parce qu'ils estiment qu'il peut y avoir tout un tas d'impondérables pendant un tel trajet et que on peut peut-être accomplir le tour du monde en moins de 100 jours, mais 80 jours, ça paraît assez difficile. Le personnage de Phileas Fogg forme dans cette intrigue un duo avec un domestique qui s'appelle Jean Passepartout, qui est français. Et Jean Passepartout vient d'être employé justement par Phileas Fogg. Ce domestique espérait justement avoir une position assez stable. Il aspirait à un certain repos auprès d'un maître qui lui semblait justement avoir une vie bien rangée.
et il va être totalement surpris par cette proposition, ce défi de Phileas Fogg d'accomplir le tour du monde en 80 jours, mais il va suivre très volontiers son maître dans leurs aventures. Et donc, ils vont effectivement passer par différents pays du monde, emprunter différents moyens de transport, qu'il s'agisse de trains, de bateaux. Voilà, donc des moyens de transport qui sont parfois très exotiques. Par exemple, lors de leur traversée en Inde, ils empruntent un éléphant. Donc, on a vraiment une grande diversité dans les différents moyens de transport possibles et imaginables. Et voilà, et donc l'objectif vraiment de Phileas Fogg, c'est d'accomplir ce tour du monde en 80 jours. C'est un défi contre le temps, mais pas uniquement contre le temps, puisque parmi les impondérables qui vont se trouver face à lui, il y a un inspecteur qui s'appelle Fix et qui considère en fait que Phileas Fogg est l'auteur d'un vol qui a été assez retentissant à Londres peu de temps avant le départ de Phileas Fogg pour ce tour du monde en 80 jours. Et il soupçonne donc le personnage d'avoir choisi ce tour du monde comme un prétexte pour finalement quitter Londres et éviter des poursuites judiciaires. Donc effectivement, ce personnage de Fix va suivre le duo de héros tout autour du monde et cela va entraîner un certain nombre de difficultés qui vont venir s'ajouter aux difficultés que les deux personnages auraient de toute façon rencontrées. Un personnage féminin va également s'ajouter à l'intrigue dans le roman de Jules Verne. C'est le personnage d'Aouda. C'est une jeune indienne que Phileas Fogg et Jean Passepartout vont sauver. En fait, c'est une indienne qui a été mariée de force à un homme un peu plus âgé qu'elle. Et cet homme étant décédé, la tradition voulait qu'elle soit inhumée avec celui-ci. Et donc, ils vont la sauver au moment où elle s'apprêtait à être tuée et elle va continuer à faire ce tour du monde avec eux puisque Phileas Fogg ne peut absolument pas s'arrêter trop longuement en tel ou tel point. Et par ailleurs, Aouda ici se retrouve dans une situation qui est difficile, périlleuse et elle a tout intérêt à quitter le territoire de l'Inde où sa vie pourrait être menacée. Voilà, donc pour poser à peu près le cadre du roman de Jules Verne, sans peut-être raconter son dénouement pour les auditeurs qui voudraient se lancer dans cette lecture, je signale d'ailleurs que les éditions Bragelonne, qui sont l'une des grandes maisons d'édition d'imaginaire en France, viennent de sortir une nouvelle édition du Tour du monde en 80 jours et j'ai eu le plaisir d'ailleurs de rédiger cette préface en me focalisant justement sur le personnage de Phileas Fogg, qui est l'un des personnages les plus fascinants de Jules Verne, parce que c'est un personnage qui est à la fois très misanthrope, qui semble très détaché de l'humanité ordinaire, mais qui va, à mesure que ses aventures vont se dérouler, de plus en plus s'humaniser. Donc, c'est vraiment un personnage qui est singulier dans les voyages extraordinaires de Jules Verne et j'ai eu plaisir de l'étudier. En ce qui concerne donc la série Le Tour du monde en 80 jours qui a été diffusée donc en France au mois de décembre 2021, avant peut-être d'entrer dans les détails de la série, quelques éléments à son sujet sur sa production. C'est une série donc, qui a commencé à être mise en production, alors de façon bien sûr très progressive, aux alentours de l'année 2019. L'idée, donc, c'est une production internationale qui concerne en partie également France Télévisions. C'est pour cela que France 2 a diffusé cette série en décembre. L'idée était donc de proposer une nouvelle version du Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Ça va dans l'optique, notamment pour France Télévisions, d'adapter de plus en plus de grands classiques littéraires et peut-être d'en proposer une version modernisée. On peut notamment évoquer comme adaptation littéraire assez récente et qui a rencontré un certain succès aussi bien populaire que critique, la série Germinal qui a été diffusée sur France Télévisions au cours de l'automne 2021. Et donc, cette série a une histoire un peu particulière dans sa production, puisque la production et le tournage avaient commencé en pleine crise du Covid-19. Et donc, c'est une production qui a duré beaucoup plus longtemps que prévu, puisque le tournage a été obligé de s'interrompre, ce qui venait apporter une complexité supplémentaire, sachant que justement, comme il s'agit d'une série qui est censée faire le tour du monde, il y avait plusieurs lieux différents de tournage. Alors, l'un des principaux lieux de tournage a été l'Afrique du
Sud. Concrètement, la série ne s'est pas déplacée dans les différents lieux que l'on voit à l'écran. Donc, il y a eu un choix de la part des producteurs de rentabiliser le plus possible tel ou tel lieu de tournage. Donc, les deux pays principaux étaient la Hongrie et l'Afrique du Sud. Mais voilà, c'est une production donc, qui avait déjà un certain nombre de complexité du fait que c'est une production internationale avec des acteurs, des scénaristes, des producteurs qui viennent de différents pays, essentiellement de pays européens. Et puis en plus, donc, il y a eu cette crise du Covid-19 qui a complexifié ce tournage et qui a fait que la série a été diffusée plus tard que ce qui avait été initialement envisagé. Nicolas Allard, merci pour cette présentation. Alors, effectivement, hein, on est face à une série ici qui a eu comme parti pris de vouloir moderniser, hein, vous l'avez dit, le livre de Jules Verne, comme d'ailleurs on a pu en parler dans un épisode avec Marjolaine Boutet, hein, qui était un épisode crossover avec notre ami André Loez, Deux paroles d'histoire, où on avait vu effectivement que l'œuvre de Zola dans Germinal aussi avait été modernisée là-dessus. Donc, c'est un parti pris de la part des scénaristes et de la part de la commande de France Télévisions. On pourrait peut-être quasiment dire aussi la même chose sur un autre parti pris des grandes chaînes publiques européennes qui vient de sortir en cet hiver 2022, hein, la série Leonardo, par exemple, sur Léonard de Vinci. Alors, justement, Nicolas, première question peut-être, quand on regarde cette série, et si on a lu les romans de Jules Verne, ce dont vous êtes spécialiste, vous allez nous dire c'est vraiment une adaptation très libre de Verne. Oui, tout à fait. Les producteurs ne s'en sont pas cachés d'ailleurs, puisqu'ils ont eux-mêmes affirmé que 80% du texte de Jules Verne avait été réécrit. Et on n'est effectivement pas loin de la vérité quand on regarde les choses dans le détail. Leur idée était véritablement de moderniser un texte qui était déjà bien connu, puis qui pouvait effectivement sembler peut-être suranné sur certains points. C'est notamment le cas, en fait, et c'est un reproche qui était fait en partie à Jules Verne de son vivant et surtout qui lui a été adressé a posteriori, de façon posthume, à savoir que son œuvre est une œuvre qui accorde une très très grande importance à des personnages masculins, la plupart du temps adultes, et que l'on a des personnages féminins qui sont souvent au second plan, qui sont loin d'être importants. Alors, c'est un reproche, bien sûr, qu'il faut recontextualiser, puisque dans l'œuvre de Jules Verne, lui pratique essentiellement le roman d'aventure, et le roman d'aventure s'adressait véritablement plutôt à un lectorat masculin, un lectorat qui allait de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte, même si certaines femmes, bien sûr, lisaient les romans d'aventure et s'y intéressaient beaucoup. Et Jules Verne va contribuer, dans la seconde moitié du 19e siècle, à féminiser en fait le roman d'aventure. On va avoir de plus en plus de personnages féminins forts et importants, mais c'est évident que si l'on compare par exemple cette œuvre aux œuvres qui peuvent exister actuellement dans le domaine de l'aventure, que l'on parle de littérature d'ailleurs ou de cinéma, de séries télévisées, de bandes dessinées ou de manga, c'est indéniable que les personnages féminins ne sont pas véritablement au centre des voyages extraordinaires de Jules Verne. Et donc, les producteurs voulaient vraiment le plus possible réécrire au moins le Tour du monde en 80 jours pour cette raison-là. On peut d'ailleurs établir un parallèle entre cette série et Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, ainsi que Le Hobbit de Tolkien, puisque Peter Jackson, qui a réalisé ces deux trilogies, a volontairement accordé plus de place aux personnages féminins dans l'intrigue. Il a même créé d'ailleurs un personnage féminin de toute pièce pour Le Hobbit, le personnage de l'elfe Tauriel, parce qu'il estimait qu'effectivement c'était une œuvre qui n'était plus totalement adaptée à notre temps, à l'évolution de la société, dans le sens où les personnages féminins étaient vraiment beaucoup trop au second plan. Dans le Tour du monde de 80 jours, il y a donc le personnage féminin d'Aouda, qui est un personnage qui est relativement important, mais qui n'intervient vraiment que dans un second temps de l'intrigue, puisque c'est seulement lorsque Phileas Fogg et Jean Passepartout arrivent en Inde que le personnage d'Aouda va faire partie intégrante de l'intrigue. Et donc les producteurs de la série Le Tour du monde en 80 jours ne voulaient pas justement que le personnage féminin soit trop secondaire, surtout que
Dans le roman de Jules Verne, le personnage d'Aouda a une vraie personnalité, mais elle est essentiellement associée à la question de l'amour, puisque Phileas Fogg va tomber amoureux de cette jeune femme. Et donc ici, dans la série, on ne voulait pas justement que l'on retombe dans l'idée que la femme était associée à ce seul sentiment amoureux par rapport aux autres personnages, et notamment aux personnages masculins. Moderniser le texte également de la part des producteurs, c'était aussi une manière pour eux de surprendre les connaisseurs du roman. C'est-à-dire qu'ils voulaient finalement à la fois pouvoir s'adresser à un public qui était relativement jeune et qui n'aurait pas compris justement qu'il y ait très peu de personnages féminins dans l'intrigue, mais c'était aussi donc cette volonté de proposer une nouvelle aventure, un nouveau tour du monde aux 80 jours aux grands connaisseurs et aux grands amateurs du roman de Jules Verne. Et qu'importe en fait la qualité de la série, que l'on pourra évoquer un peu plus tard, ce pari-là, en tous les cas, est réussi parce que c'est vrai que même quand on connaît très bien le roman de Jules Verne, on découvre de nouvelles aventures, de nouvelles histoires, étant donné que le roman a été réécrit pour effectivement quasiment 80% du texte. Ce que l'on peut également noter, c'est qu'il y a une volonté ici d'élargir également d'élargir les personnages, pas simplement vers plus de féminité, vers un public plus féminin, mais que l'on a également une volonté de faire apparaître, entre guillemets, plus de minorités, puisque le personnage de Jean Passepartout, ici, est interprété par un acteur français, Ibrahim Koma, qui est noir, et donc il s'agissait ici de ne pas tenir compte du tout de la réalité historique de l'époque, où effectivement, parmi la population française, on était ici face à une population essentiellement blanche et de type caucasien. Ici, on veut véritablement ne pas tenir compte donc de la réalité historique pour élargir le plus possible la série, pour faire prendre conscience que finalement le Tour du monde en 80 jours, c'est une série qui ne concerne pas simplement les Européens de la fin du 19e siècle, que c'est une histoire qui peut également passionner l'Europe et le monde au 21e siècle. Donc je trouve qu'en soi, cette tentative de modernisation est tout à fait bonne en tant que telle, puisqu'il s'agit vraiment de tenir compte justement des évolutions de la société. Et cette réécriture n'est pas fondamentalement mauvaise en tant que telle. Il ne s'agit pas, par exemple, de plaire à tout prix à tel ou tel type de minorité et de veiller simplement à ne pas vexer telle ou telle partie de la population ou du public qui pourrait regarder la série. Donc cette tentative de modernisation, cette volonté de proposer finalement une nouvelle aventure aux spectateurs est tout à fait louable en elle-même. Ensuite, on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Cette tentative-là a peut-être été mise trop sur un piédestal de la part des producteurs et au point que cela va faire perdre à la série une partie de sa qualité. Il y a peut-être eu trop cette volonté voilà, de moderniser, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard dans cet épisode. Nicolas Allard, quand on évoque le tour du monde en 80 jours, on a deux notions qui s'entrechoquent. La notion de temps, les 80 jours, le chronomètre contre lequel se bat Phileas Fogg pour tenir son pari. Et puis, il y a la notion d'espace, celle de faire un tour du monde, de traverser les différents océans et continents pour arriver finalement à revenir dans le Londres de départ et tenir ce pari-là. Alors finalement, quand on regarde la série elle-même, diffusée sur France 2, on se rend peut-être compte que c'est plus une série sur l'espace, sur les espaces traversés par Fogg et par Passepartout, plutôt que sur le temps. Oui, tout à fait. Là aussi, c'est absolument volontaire de la part des producteurs et des scénaristes qui voulaient en fait que chacun des épisodes de cette mini-série nous amène à découvrir un lieu que l'on puisse clairement identifier. Donc ça peut être par exemple le Japon dans un épisode, dans un autre épisode les États-Unis, etc., etc. Donc l'idée était véritablement que l'on puisse le temps d'un épisode qui dure à peu près un petit peu moins d'une heure, que l'on puisse vraiment être en pleine immersion dans tel ou tel univers, plutôt que l'on ait le sentiment de toujours passer d'un espace à un autre. Cette manière de procéder va s'avérer en fait problématique, même si on peut la comprendre dans un premier temps,
Le problème, c'est que les personnages, finalement, nous sont toujours présentés de façon assez statique dans la série. On n'a pas du tout cette impression de vitesse, d'urgence qui est présente dans le roman de Jules Verne et qui le rend d'ailleurs assez passionnant parce que on- la première fois que l'on découvre le Tour du monde en 80 jours, on peut réellement s'interroger sur la manière dont Phileas Fogg et Jean Passepartout vont pouvoir respecter ce pari. Il y a beaucoup d'impondérables qui se posent à eux. Il y a des ralentissements justement dans leurs aventures et les personnages n'ont jamais véritablement le temps justement de se poser quelque part, de s'interroger longuement sur leur aventure vécue, de pouvoir échanger en toute sérénité. Ils ont toujours finalement cette urgence qui se rappelle à eux et donc les moments de calme et de repos sont assez peu nombreux. Ici, c'est l'inverse finalement qui se produit et autant je trouve que l'idée de vouloir moderniser le texte de Jules Verne, de vouloir également peut-être nous surprendre, autant ces deux idées-là ne sont pas du tout condamnables en tant que telles et partent d'une bonne intention. Autant ici, c'est finalement aller vraiment à l'encontre de l'ADN de ce roman de Jules Verne et surtout d'une de ses grandes réussites, parce qu'on peut réécrire un texte, et c'est normal dans le cadre d'une adaptation, notamment le réécrire pour peut-être améliorer un certain nombre de points, d'éléments qui, a posteriori, ont pu être considérés comme des éléments peu satisfaisants, quand bien même l'ensemble du texte serait, lui, tout à fait satisfaisant et plaisant. Et là, c'est vrai que par contre, on a une série qui nous semble être plus une série sur l'espace, sur la découverte d'un endroit bien spécifique à chaque épisode, plus que une série sur le temps et sur la lutte de l'être humain face au temps. Et justement, ce roman de Jules Verne a quand même une dimension philosophique, puisque ce tour du monde en 80 jours, cette volonté eh bien, de lutter contre le temps, ça renvoie justement au fait que nous soyons des êtres fondamentalement éphémères et donc que nous ayons aussi parfois la nécessité d'accomplir, dans le cadre par exemple d'une vie, un certain nombre d'actions, un certain nombre de réalisations en un temps qui va être malheureusement limité. Et ici, donc, c'est une série qui va beaucoup jouer sur l'exotisme, sur l'espace, mais qui ne va pas du tout nous faire prendre conscience de cette notion d'urgence. C'est d'autant plus surprenant d'ailleurs que le générique de la série qui est très réussi et il y a une très, très belle bande-son de Hans Zimmer. Ce générique insiste bien sur l'horloge et sur le fait qu'il faille toujours, toujours lutter contre le temps, que le temps soit le principal adversaire des personnages. Et j'en veux d'ailleurs d'autant plus pour preuve que dans cette série, le personnage de Fix a été supprimé. Donc on n'a plus cet inspecteur-là. Il est remplacé par un autre personnage qui va être à peu près son équivalent, mais qui est un personnage beaucoup plus secondaire, qui apparaît de façon très très ponctuelle. Donc il n'y a plus véritablement cette menace extérieure, et donc la seule véritable menace pour les personnages, en théorie, à ce moment-là, c'est le temps, c'est la lutte contre le temps. Et on ne le voit pas véritablement à ce moment-là, et c'est plutôt regrettable. La série finit par donner un sentiment un peu de redondance, de répétition. Parce qu'en fait, à chaque fois, les personnages arrivent dans un nouveau lieu et il va y avoir, par exemple, tel ou tel défi qui va être représenté par le lieu en question. Au début, on s'attache plutôt à cela, on trouve cela plutôt intéressant. Et puis, au bout d'un certain temps, on a compris le mécanisme et cela semble assez répétitif, assez redondant. Il y a vraiment dans la volonté d'insister sur l'espace une façon, je pense, de politiser aussi un petit peu ce roman, alors que ce roman n'est pas très politique, voire pas du tout, puisque par exemple, lorsque les personnages font des haltes dans tel ou tel endroit, par exemple, leur première étape importante, c'est la France, il y a toute une réflexion ici sur la commune, sur l'État français dans sa réaction face à la commune. On a également, lorsqu'il est question des États-Unis, toute une réflexion sur l'esclavage. Alors certes, Jules Verne lui-même était opposé à l'esclavage, mais ce n'est pas du tout une thématique qu'il aborde longuement dans Le Tour du monde en 80 jours. Il préfère la traiter dans d'autres romans très célèbres comme 20 milieux sous les mers, par exemple.
Et donc ici, on a un peu l'impression que les différentes étapes sont des sortes de pauses, des pauses qui visent à apporter une certaine évasion au spectateur et aussi à réfléchir sur certains sujets, mais des sujets qui, honnêtement, à notre époque, ne font plus du tout débat. Par exemple, qui à notre époque, par exemple en France, se montrerait véritablement favorable à l'esclavage? Ça paraît assez peu vraisemblable. Donc ici, la politisation de la série n'apporte pas véritablement de réflexion très profonde sur notre monde. Et donc, s'il y a bien une volonté de moderniser les personnages, c'est le cas par exemple avec un personnage féminin, le personnage d'Abigail Fix, qui est donc une journaliste et qui va suivre Phileas Fogg et Passepartout et qui va rendre compte de leurs aventures. Et c'est un personnage qui a un fort tempérament, qui est très énergique. Donc là, il y a une vraie volonté de moderniser les personnages, mais par contre, il n'y a pas véritablement de modernisation en ce qui concerne les réflexions. C'est-à-dire que finalement, les personnages de ce monde continuent à avoir des réflexions, des pensées qui sont justement très en phase avec le monde qui est le leur. Donc on essaye de remettre en cause l'esclavage, où l'on insiste également sur le fait qu'une femme eh bien, a le droit, quand elle en a les compétences, de travailler comme les hommes, de pouvoir effectuer un travail de journaliste, justement. Donc, ça n'a rien de révolutionnaire dans les thématiques qui sont traitées. Et cela se fait en plus au détriment de la principale réussite sans doute du roman de Jules Verne, à savoir cette course effrénée, échevelée et très incertaine contre le temps. Nicolas Allard, on a cette série a reçu, hein, quand elle est sortie, pas mal de critiques, beaucoup de critiques, notamment par rapport à son message qu'elle fait passer, par rapport à son intrigue, qui est parfois simple, voire peut-être simpliste, je ne sais pas comment on peut dire. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Avec peut-être aussi l'idée, hein, vous allez me dire, mais que finalement, cette série vaut quand même le coup d'être regardée, ne serait-ce que par rapport à son final. Alors, sans bien sûr tout spoiler, et puis, ou alors on demandera aux auditeurs qui aimeraient la découvrir de ne pas écouter cette partie-là, mais je pense que quelque part, le final de la série est intéressant. Oui, tout à fait. Effectivement, les messages de cette série sont vraiment assez simples et effectivement parfois simplistes. C'est lié aussi au fait que cette série a été pensée véritablement comme un grand divertissement populaire. Ce n'est pas une série qui est justement à destination des plateformes de streaming où là, on peut plus facilement viser un public en particulier, établir quel est un petit peu son public modèle. Là, effectivement, sachant que cette série a été diffusée sur la BBC, sur la Rai, en Italie et pour la France, donc sur France Télévisions, surtout au moment des fêtes de fin d'année, il y avait une volonté de créer un spectacle qui soit de bonne qualité visuelle, qui soit grand public et donc qui soit au fond animé de plein de bons sentiments, ce qui n'est pas du tout critiquable en tant que tel, et simplement ça va se faire au détriment de la qualité même du roman de Jules Verne, et c'est en cela que c'est décevant, c'est-à-dire que on en vient presque à se dire à la fin de cette série qu'au fond, la meilleure adaptation possible aurait été, dans ce cas précis, eh bien, de rester fidèle au texte de Jules Verne. Parce que réécrire le texte de Jules Verne pour finalement que l'on perde en définitive de la qualité, c'est un petit peu regrettable. Le spectacle d'ailleurs visuel est au rendez-vous, mais comme je le disais, la production n'avait pas non plus les moyens que connaissent les grandes productions, par exemple, de Netflix ou de Disney+. Et donc, il y a eu une volonté d'économiser le plus possible les lieux de tournage, et cela se perçoit un petit peu dans certains épisodes. Il y a certains épisodes où clairement, on a le sentiment que on n'a pas voulu mettre trop de moyens pour l'immersion du spectateur parce que tout simplement, il n'y avait pas la possibilité de tourner dans un autre lieu qui aurait été beaucoup plus finalement adapté à l'intrigue que l'on voulait raconter. Hein, par exemple, pour donner un cas précis, il y a un épisode qui se passe intégralement sur une île déserte. Et donc, ici, on voit très peu cette île déserte. L'intrigue se passe essentiellement sur la plage, donc ça permettait un tournage justement en Afrique du Sud. Et en fait, c'est assez peu immersif. On a souvent à peu près les mêmes décors qui sont représentés à l'écran.
Cette intrigue est plutôt décevante dans son ensemble puisque l'immersion qui est recherchée eh bien, fonctionne dans certains épisodes, mais pas dans tous. On a également des messages qui sont pleins de bonne volonté, mais qui confinent à une forme de simplicité qui est parfois extrême, presque un peu naïf. La série a été également attaquée sur son côté woke parce que c'est vrai que le personnage de Phileas Fogg, à la différence du roman de Jules Verne, ici ne nous est pas présenté comme un personnage qui serait impassible, misanthrope, presque à l'extérieur de l'humanité, tant il a la maîtrise de lui-même et tant il est extérieur à des sentiments d'amitié, d'amour. Il va s'humaniser justement pendant le roman de Jules Verne. Et ici, en fait, le personnage de Phileas Fogg nous est présenté comme quelqu'un de peureux, de faible, quelqu'un qui ne parviendrait véritablement pas à surmonter les obstacles s'il n'avait pas son domestique et Abigail Fix, donc cette journaliste, à ses côtés. Et donc, sans pour autant souscrire à ces critiques-là, il est indéniable que ceux qui sont opposés justement à la présence d'une culture woke dans la culture ou dans des adaptations de textes littéraires, eh bien, justement, ont eu la possibilité ici de s'en donner à cœur joie et de considérer que la série eh bien, se mettait au service de cette pensée-là qui est surtout forte actuellement aux États-Unis plus qu'en Europe. En ce qui concerne le dénouement de la série, ce dénouement néanmoins va permettre à la série de gagner un petit peu en qualité et va faire en sorte enfin, va permettre que à la fin de la série, quand on a regardé l'ensemble des épisodes, on ne regrette pas non plus de les avoir vus dans leur intégralité, puisque il y a véritablement ici une volonté de surprendre dans ce dernier épisode. Donc justement, je vais pas ici divulgacher l'intrigue, mais de ce dernier épisode, mais il y a vraiment une manière de conclure l'histoire qui finalement rejoint ici le roman de Jules Verne, au sens où le roman de Jules Verne lui aussi se termine sur une véritable surprise, sur un très fort coup de théâtre. C'est le cas ici, et surtout, c'est enfin dans cet épisode-là, et malheureusement c'est le seul sur l'ensemble de la série, où l'on retrouve ce sentiment d'urgence, cette lutte contre le temps, où l'on voit véritablement l'angoisse qui s'empare des personnages et donc par extension aussi peut-être du spectateur face à un projet qui a été rondement mené et qui pourrait finalement eh bien, aboutir à un échec. Donc le dernier épisode justement finalement est le plus réussi peut-être parce que c'est celui qui est le plus proche du roman de Jules Verne, même si le dénouement n'est pas tout à fait identique, mais il y a la reprise justement de l'ADN de ce roman, cette lutte contre le temps, cette urgence qui est finalement celle du temps. Il y a une autre des réussites de cette série, justement, qui est bien mise en valeur par la destinée de ce personnage dans le dernier épisode, c'est que cette série a créé un méchant, en fait, qui n'existe pas dans le roman de Jules Verne. C'est un homme qui est londonien, qui s'appelle Bellamy. Ironiquement d'ailleurs pour un Français, ici, son nom va être le contraire de ce qu'il est, puisqu'il est censé être le meilleur ami ou l'un des meilleurs amis de Phileas Fogg. Et il va faire donc le pari avec celui-ci qu'il ne réussira pas à faire le tour du monde en 80 jours. Et il va effectivement, tout au long de la série, essayer de mettre un certain nombre d'obstacles sur le chemin de Phileas Fogg pour pouvoir obtenir une vraie réussite, puisque cet homme connaît de graves soucis financiers qu'il cache à tout le monde puisqu'il appartient à la haute société londonienne. Et donc, c'est dans son intérêt premier que Phileas Fogg puisse échouer dans son périple autour du monde. Et ce personnage-là est réussi, c'est un personnage tout à fait intéressant. Et justement, il est bien mis en valeur dans ce dernier épisode et la conclusion à laquelle il est associé est tout à fait satisfaisante. On a, en ce qui le concerne, et sans entrer dans des détails trop importants pour ceux qui voudraient voir la série, on a une sorte de fin douce amère. Ce n'est pas un personnage qui est totalement dans l'échec, mais pas totalement non plus dans la réussite. Et donc, cette fin est pour le coup assez audacieuse, assez originale, et ça nous amène presque à regretter que cette audace, cette originalité-là, n'ait pas été présente finalement dans les épisodes précédents. Voilà, donc c'est
C'est une série qui, effectivement, qui se conclut de façon assez proche du roman de Jules Verne, mais qui montre bien, justement, cette conclusion, par contraste, montre bien à quel point la série, aussi bien dans sa réécriture que dans son ADN, si je puis dire, eh bien, a été différente du roman de Jules Verne. Au final, Nicolas Allard, que doivent retenir nos auditeurs d'Histoire en série du Tour du monde en 80 jours tel que l'a proposé France Télévisions? Je pense tout d'abord que c'est une série qui peut-être va donner envie à certaines personnes de découvrir le roman de Jules Verne, et donc je les invite vraiment à le faire parce que c'est un très beau texte. En plus, c'est pas le roman de Jules Verne qui est le plus long, donc même ceux qui ne sont pas de grands lecteurs peuvent facilement le lire et l'apprécier. Ce que l'on retiendra de cette série, je crois, c'est que la modernisation d'un texte littéraire dans le cadre d'une adaptation peut tout à fait être une bonne chose, à condition que ça ne devienne pas finalement un objectif absolument prioritaire, un objectif qui peut aller à l'encontre même, par exemple, de l'écriture de la série, du scénario en tant que tel. Et là, on a vraiment l'impression que les scénaristes, les producteurs ont recherché la modernisation le plus possible, la surprise le plus possible, et qu'en procédant ainsi, finalement, ils ont laissé de côté des qualités du texte de Jules Verne qui étaient des qualités quasiment intemporelles. Le texte, on pouvait tout à fait le moderniser pour qu'il corresponde davantage aux mentalités actuelles, à l'évolution de la société, c'était tout à fait envisageable, mais ce qui est très regrettable, c'est finalement d'avoir été dans une forme de radicalité et de vouloir quasiment réécrire le tour du monde en 80 jours de A à Z. Je crois que moi, j'aurais tendance à présenter cette série comme n'étant pas une adaptation du roman de Jules Verne, mais plutôt comme une série librement inspirée, ou même très librement inspirée du roman de Jules Verne, ce que les producteurs, d'ailleurs, pour le coup, n'ont pas du tout assumé de façon publique. Autant ils ont parlé de cette réécriture volontaire, de cette modernisation, mais dans tout ce qui a concerné la promotion de la série, dans les affiches, etc., les teasers, les trailers, on n'insistait pas sur le fait que c'était vraiment une inspiration très très libre à partir du roman de Jules Verne. Et donc là, je trouve qu'il y a une forme peut-être d'hypocrisie à vouloir s'appuyer sur un roman qui est très connu et reconnu, donc pour la promotion de celui-ci, et dans le même temps, de faire preuve d'un irrespect que l'on peut comprendre quand on veut adapter un texte. On est toujours dans une forme d'irrespect quand on adapte un texte, et c'est normal, mais un irrespect qui parfois n'est pas du tout justifié, qui était à se demander si ceux qui ont composé cette série aiment véritablement le texte de Jules Verne, parce que parfois on peut on peut véritablement en douter. On peut d'ailleurs noter pour terminer, et vous l'aviez signalé, que les critiques n'ont pas été très très tendres avec cette série. C'est pas une série qui a suscité un grand enthousiasme, et je pense d'ailleurs que ça a surpris les producteurs, parce que j'avais eu la chance de participer à l'avant-première du Tour du monde en 80 jours à Paris, où on nous avait donc euh, permis de voir le premier épisode de la série. Et les producteurs étaient très 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 satisfaits du résultat final, pensaient que la série allait véritablement susciter un très très grand enthousiasme, aussi bien de la part du public que des critiques, ce qui n'a donc pas été le cas en tous les cas pour les critiques. Il faut noter pour terminer que cette série est censée avoir une suite. Alors, aura-t-elle véritablement lieu? Ça reste encore à déterminer. C'est une possibilité, mais on n'en a pas encore la confirmation absolue. Il y a une ouverture justement à la fin de la série, donc là, sans justement rien gâcher, où on voit que les trois personnages principaux, donc Phileas Fogg, Jean Passepartout, et donc Abigail Fix, cette femme journaliste qui a été inventée de toutes pièces pour cette série, eh bien, on constate que ces trois personnages-là, a priori, pourraient être embarqués dans de nouvelles aventures, des aventures qui mettraient en scène d'autres personnages des romans de Jules Verne, et notamment à la fin de cette série, il commence à évoquer ici la possibilité qu'il y ait un sous-marin qui sèmerait la terreur sur les mers du monde. Donc il y a une référence très claire au Nautilus du capitaine Nemo. Est-ce que c'est une série qui va justement essayer de s'inspirer
des autres romans de Jules Verne et donc tout en gardant le titre Tour du monde en 80 jours, on aura en fait des références à d'autres voyages extraordinaires. Je pense que c'est l'objectif de ces scénaristes et de ces producteurs. Il y a d'ailleurs parmi cette équipe de production la volonté d'adapter cette fois-ci Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Alors sous quelle forme, ça n'est pas encore clairement dit. A priori, ce serait dans le cadre d'une série, mais ça n'a pas encore été confirmé. Et puis pour terminer, on peut peut-être ouvrir justement par rapport à Jules Verne en disant que cette production internationale et donc cette volonté peut-être de proposer une deuxième saison autour du monde aux 80 jours va se trouver face à une très forte et très rude concurrence dans les adaptations verniennes, puisque actuellement, au moment où je vous parle, Disney Plus est en train de réaliser une série qui s'inspire de 20 milieux sous les mers. Il s'agira d'un préquel à 20 milieux sous les mers qui va s'intituler Nautilus. Et c'est une mini-série de 10 épisodes qui dureront normalement à peu près 1 heure. Cette série, on pense qu'elle pourrait être diffusée sur Disney Plus à la fin de l'année 2022, au plus tard, en tous les cas, en 2023. Et il s'agira vraiment de s'inspirer de ce que dit Jules Verne au sujet du capitaine Nemo dans 20 milieux sous les mers, mais également un autre de ses grands romans qui s'appelle L'île mystérieuse. Et effectivement, de voir comment cet homme, qui est à l'origine donc un prince indien, qui s'appelle donc le prince Dakkar, comment le prince Dakkar est-il devenu Nemo? Pourquoi a-t-il décidé de vivre à l'écart du monde? Pourquoi a-t-il créé ce sous-marin fascinant qu'est le Nautilus, etc. Et effectivement, ici, je pense que ça risque peut-être d'autant plus de mettre en valeur les défauts de la série Le Tour du monde en 80 jours et de sa potentielle suite, parce que déjà les moyens pour cette production sont annoncés comme tout à fait importants. Donc, et on sait que Disney soigne beaucoup ces séries live. On a pu le voir par exemple avec des séries comme Le Mandalorian ou le livre de Boba Fett qui ont été publiés, qui ont été diffusés il n'y a pas si longtemps. Donc de gros moyens seront mis en place et surtout ici, il y a un projet qui est intéressant parce que effectivement, on a suffisamment d'éléments dans les romans de Jules Verne pour écrire la genèse du capitaine Nemo, sans pour autant avoir à se dire que l'on est dépendant d'un texte qui est très long et donc qu'il va falloir peut-être s'en détacher pour le moderniser ou pour surprendre le spectateur. Comment essayer de le faire les producteurs et les scénaristes du Tour du monde en 80 jours? Donc, à vrai dire, si je devais vraiment donner un point de vue très personnel, autant j'attends avec une grande impatience cette série de Disney+, qui je pense peut être tout à fait intéressante et créative, autant la série Le Tour du monde en 80 jours de France 2 ne m'a donné que modérément envie de suivre la suite des aventures de ces personnages. Dans tous les cas, Nicolas, on compte sur vous pour venir à notre micro nous présenter ce que vous avez pensé de ces séries-là quand elles sortiront. Alors, vous, Nicolas, vous avez fourni, comme tous les intervenants et intervenantes, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur la page de l'émission sur histoireensérie.com qui permettra aux auditeurs et aux auditrices d'aller plus loin dans justement la découverte de ces mondes extraordinaires de Jules Verne. Et je me permets de vous rappeler le livre que vous avez écrit en 2021 aux éditions donc Armand Collin, Les mondes extraordinaires de Jules Verne. Je renvoie les auditeurs et les auditrices parce que c'est vraiment très complet et ça permet de découvrir très en détail l'œuvre de Verne. Merci beaucoup. Alors, on retrouve toutes les coordonnées de l'émission sur notre site internet. On retrouve les liens pour aller les écouter, ces émissions, et le résumé sur notre partenaire nonfiction.fr. Et puis, n'hésitez pas, suivez notre actualité sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur notre groupe Facebook. Merci vraiment, Nicolas, encore pour cette émission. Et puis, comme je l'ai dit à l'instant, n'hésitez pas à revenir nous voir quand il y a de nouvelles séries adaptées des romans de Jules Verne. On sera ravis de vous recevoir à notre micro. Merci et à bientôt. Merci.
Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel not just to clean. Such a beautiful planet, populated by a strangely animals. Unless I missed again, you want to more for all.